Cher Jean-François, le titre de votre livre « Les relations qui comptent » est en soi aussi simple que percutant. C'est vrai, se dit-on dès les premières lignes, nos liens sont bel et bien le cœur battant de nos vies. Mais qu'est-ce qui fait qu'une relation compte ? Et ceux qui comptent ne coûtent-ils pas aussi toujours quelque chose ? En me posant ces questions, j'ai repensé à l'offrande de la veuve dont parle Jésus notamment dans l'évangile de Luc. Accepteriez-vous de reparcourir avec moi votre livre à la lumière de ces quelques versets ? Avec mes chaleureuses salutations, Marion. Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans les troncs à offrande du temple. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces de cuivre. Il dit alors : « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous les autres ont donné comme offrande de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle avait pour vivre. » Je suis à un moment où je peux regarder un tout petit peu en arrière sur ma vie. Et donc j'ai une vie principalement occupée à l'engagement associatif. Je continue à être très engagé dans des associations, notamment je suis fondateur et administrateur de Mona Lisa, qui est la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. Je suis ex-délégué général des Petits Frères des Pauvres. J'ai été délégué général des Petits Frères des Pauvres jusqu'en 2016. Et puis je suis engagé dans différentes autres organisations, mais voilà. Avec les personnes fragiles ou en vulnérabilité de différentes formes, j'ai toujours eu le sentiment d'une fraternité vraie que je trouvais difficilement ailleurs, en fait. C'est-à-dire que les rôles, les enjeux, les performances qu'il faut montrer pour bénéficier d'une reconnaissance, d'une relation où on se retrouve inscrit dans une communauté, etc., n'avait pas cours, et qu'on allait plus dans l'essentiel, dans la vérité de la relation, avec des personnes qui, en réalité, n'ont pas l'art du masque parce qu'ils ont été eux-mêmes trompés, ou ils ont été eux-mêmes face à des souffrances importantes. Et donc j'y ai énormément bénéficié. J'allais dire, c'est un peu mes maîtres et mes professeurs. Alors, c'est vrai que je suis aussi le fils d'un professeur et d'un philosophe, Michel Serres, donc, qui était mon père. Il a disparu maintenant il y a quelques années. Et je pense que ça m'a amené à chercher ailleurs que chez les professeurs et les grands de ce monde une relation de vérité. Je me disais, c'est bien d'être philosophe, mais et alors, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça produit ? Donc en fait, j'ai plutôt un parcours où j'ai choisi l'épreuve de l'existence comme chemin de connaissance. Voilà. C'est l'épreuve de l'existence. Et c'était l'époque un peu des communautés. Donc j'ai vécu un peu, j'allais dire, pendant quelques temps, on pourrait dire presque à la rue, hein, même complètement à la rue à un certain moment. Je suis parti de chez mes parents à 17 ans, j'ai dit au revoir à tout le monde et ils ne savaient plus où j'étais. Donc je suis parti très très loin en réalité, et non seulement loin physiquement, mais aussi loin dans la manière en fait d'apprendre la vie. Et c'est vrai que je ne sais pas si je suis jamais sorti de ce questionnement presque ambivalent entre cette recherche
extrêmement exigeante qu'avait mon père, d'une liberté individuelle de pensée qui allait jusqu'à remettre en question, j'allais dire, l'ensemble de ce qu'on pouvait penser pour avoir trouvé son chemin de créativité la plus pure possible. Et puis d'un autre côté, ma mère qui, elle, trouvait sa liberté dans un service aux autres inconditionnel, dans une humilité complète, et qui pouvait même disparaître de l'horizon familial. Et vraiment une chose très très étonnante. Donc à la fois dans mes combats, c'est-à-dire de dire mais comment on peut imaginer être un grand homme entre guillemets qui fait une œuvre importante en oubliant ceux qui en fait dans l'humilité vous servent pour vous permettre d'être un grand homme. Donc je suis très concerné par les invisibles qui tiennent le monde en fait et qui tiennent la société. Il y a une culture chrétienne dans ma famille. Je le disais tout à l'heure, ma mère en était le témoin dans la famille, mais un témoin extrêmement discret, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'explication, de discussion sur le fait religieux ou sur les convictions religieuses dans ma famille. Les discussions étaient davantage des discussions philosophiques, politiques, ou d'humour. On rigolait quand même pas mal dans la famille aussi. Et c'est plus tard, en fait, que j'ai découvert vraiment la Bible, l'Évangile, le message de l'Évangile dans sa simplicité. Ça s'est passé, en fait... j'ai regardé à cette époque-là le film Shoah de Lanzmann. Et ça m'a vraiment mis dans des questionnements sur moi-même extrêmement grands, notamment la question principale, qui était celle de dire quand ces forces de terreur, en fait, reviendront, sur quelle force je pourrais compter pour faire face, pour pas devenir un traître, pour pas devenir un complice, pour pas devenir moi-même un meurtrier en réalité. Et je trouvais rien en moi qui ait la force de résister à ça. Je me disais, mais jamais, sur quoi? Sur mes valeurs, sur une morale, Et donc, un jour, j'ai accompagné Elisabeth dans l'église et j'ai entendu l'évangile dans sa simplicité. Et j'ai été, mais, absolument frappé par la réponse incroyable que l'évangile donne à cette question. C'est-à-dire ce parcours de Jésus qui va jusqu'à traverser en fait l'indignité, la torture par ses frères, la trahison de ceux qui étaient autour, et qui tient bon en disant je tiens bon pour vous, parce que je sais que vous n'avez pas cette force-là, et cette force-là, elle vous est offerte si vous m'accueillez en fait. Ça m'a vraiment bouleversé. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert en fait ce qu'il y avait au plus profond de l'Évangile et comment en fait ce message a résonné dans ce qui m'interrogeait à ce moment-là. Bonjour Jean-François. Bonjour Marion, bienvenue. Merci. Vous avez monté 6 étages, c'est courageux. Sans problème, merci. Ça va, j'ai la forme. Bienvenue dans mon pied-à-terre parisien, donc du coup. Merci beaucoup. Allez-y. Merci Jean-François d'avoir accepté cette rencontre autour de votre livre, Les relations qui comptent. Parce que pour moi, il a été important, il m'a fait prendre conscience peut-être d'une des causes du mal-être de société qu'on peut ressentir, que nous sommes nombreux à ressentir, autour de cet art perdu des relations qui comptent. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il offre une perspective accessible à tous pour retrouver cet art-là dont nous avons tellement besoin. Donc vraiment, merci. Vous le dites tout simplement, vivre quotidiennement en fraternité,
Voilà ce que chacun désire profondément et cherche. Cette ambition se joue dans la vie minuscule de chacun de nous. Donc à la fois, il y a une ambition politique, ça paraît énorme, on se sent tout petit, on ne sait pas comment participer, et à la fois une accessibilité offerte immédiatement, puisque vous dites que ça se joue dans nos vies minuscules. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion? L'écriture du livre est partie vraiment du fait que j'ai essayé de trouver des mots, et les bons mots, les mots Mmh. justes, pour rendre compte, et peut-être d'abord à mes propres enfants, Mmh. de ce qui a peut-être donné sens et consistance à ma vie, À votre vie, à vous, qui ouais. a Mmh. motivé mes choix. Et en le faisant, euh, finalement, cette, ce manque relationnel, cette perte dont vous parlez, qui est vraiment ressentie par tant de personnes, les, finalement, je l'ai retrouvé en moi, dans mon propre parcours. Mmh. Enfin, quand on vous lit, on se dit on est relation, en fait. On est du verbe naître et du verbe être, Oui, finalement. oui, c'est vrai. Et beaucoup des plus vulnérables, de ceux qui, en fait, se sentent mis à part de la société, souffrent d'abord, en fait, d'un manque cruel de Oui, c'est relations. ça. Mais la bonne nouvelle, en contrepoint, c'est que ça nous concerne tous et que chacun d'entre nous peut participer à ces éco-niches dont vous parlez, relationnelles. J'aimais beaucoup cette C'est, expression. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois qu'on a dit ça, si on est d'accord ou conscient de cette grande nouvelle difficulté de nos Mmh. sociétés, mais il y a toutes sortes de chemins, en fait, de restauration. Et puis très simple. Et puis très simple. Moi, depuis que je vous ai Voilà, vu, c'est très j'essaye simple. quotidiennement. Je me dis un petit mot en plus à la caissière, un petit C'est vrai. sourire à l'enfant, décrocher de mon téléphone et re-regarder les gens dans les transports en commun. À chaque fois, je pense à vous. Mais merci, je me dis ça, c'est gentil, mais c'est vrai, vous avez raison. Mais on voit bien que probablement ça suffit pas tout Ouais. à fait pour fonder une politique de fraternité qu'il Mmh. faut vraiment faire émerger, quoi. Mmh. Et alors, je vous ai lancé un peu une provocation en vous invitant à relire cet extrait, ce passage de l'évangile de Luc, qui est connu sous le nom de l'offrande de la veuve, la plupart du temps. Et, j'avais pas envie de vous en dire plus parce que j'aimerais bien vous entendre sur quelle relation vous avez faite, vous, entre ce texte et ce qui vous tient à cœur dans ce livre, Les relations qui comptent. Enfin, moi, ça m'a parlé sur le fait que quand j'ai écrit sur les relations, j'ai pas Mmh. écrit sur les relations. J'ai écrit sur les relations qui comptent. Mmh. Ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que la relation qu'on construit à l'autre, c'est une relation d'authenticité. J'y vais pas masqué et entouré de mes rôles. J'y vais avec le risque qu'elle me bouleverse, qu'elle me transforme. Et c'est ce qui se passe avec cette veuve. C'est en Mmh. fait, les prêtres, les riches donnent du trésor, mais ça ne change rien à leur vie, Mmh. puisqu'en fait, c'est du superflu. Et donc, la façon de donner n'est pas réellement un don. En réalité, c'est une action qui leur permet de briller en société, ou Mmh. en tout cas Mmh. de conserver leur place. Et ça. Alors que la veuve, elle n'a aucune rétribution sociale, ni de regard, ni de statut. Et donc, son don est juste vrai. Voilà. Mais en tout cas, elle a pas peur de manquer, en fait. Et là aussi, elle a cette attitude vraiment très, très en phase avec les paroles de Jésus, quoi. Ne t'inquiète pas, peut-être qu'en donnant ce dont tu as besoin pour vivre, tu vas vivre en abondance, en fait. C'est vrai. Elle Je est crois que c'est ça. complètement pétrie de ce paradoxe de Ouais, c'est vrai. l'évangile, de qui perd gagne, quoi, en fait, un peu. Oui. Ce paradoxe qui est Mmh. qui perd gagne, Mmh. il se joue dans toutes nos relations, en Mmh. réalité. Il faut trouver la force de se dire, ben, j'abandonne Ouais. dans le combat de qui gagne, Mmh. j'abandonne. Mais Le pourquoi rapport de force, quoi. j'abandonne? Ouais, ouais. En fait, parce que dans ces relations, oui, il y a une interdépendance. Ouais. Mais cette interdépendance, elle ne peut être vécue de façon sereine et aboutir sur une immense tendresse
que si on est serviteur de la relation et pas de l'autre. Et donc, s'il n'y a pas ce tiers que moi je considère, que je nomme Dieu, que quelqu'un d'autre pourrait nommer autrement, mais qui est, ou que je nomme d'ailleurs plutôt la relation ou la présence, on est quand même enfermé dans le combat. Dans nos calculs. Dans les Dans cette calculs. peur de Comment perdre. sortir des calculs? Cette peur de se faire avoir. Ben oui, parce que si on n'a pas une rétribution d'ailleurs, si on n'a pas une grâce, comment on fait là? Donc, J'ai choisi ce texte de l'Évangile aussi parce que il me semblait qu'avec cette veuve dont on sait qu'elle est pauvre, on était aussi au cœur de vos engagements, d'une part auprès des petits frères des pauvres pendant tout un temps, et puis ensuite dans le réseau Mona Lisa qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et j'avais envie de voir un peu ce que ça donne sur le terrain. Donc vous allez m'amener, c'est ça? tout à fait. On va aller rencontrer des acteurs d'une équipe citoyenne Mona Lisa dans le Gard. Mais je vous suis avec plaisir. Merci de nous accueillir ici. On est dans les locaux de l'association protestante d'assistance qui sert un peu de camp de base, on peut dire, On peut dire les choses comme ça. aux équipes citoyennes Mona Lisa. Voilà. Vous avez le délégué général Jean-François Serre qui nous amène ici sur le terrain. Et vous, sur le terrain, vous y êtes à quelle fréquence en fait Une fois par semaine, en ce qui me concerne. Oui, en général, Voilà, une chacun fois par des semaine. bénévoles visite la fois par personne semaine. qu'il voit une fois par Une fois semaine. par semaine, oui. Et chacun voit une personne pendant des années. Ah d'accord, c'est vraiment un appairage Ah oui. de un à un. C'est une relation qui oui, compte c'est- vraiment alors. Tout à fait. Et puis on accompagne la personne de chez elle, parfois à la maison de retraite. Et puis parfois D'accord. jusqu'au bout. Hein, mais Ah oui, c'est j'avais vraiment pas. c'est un vrai lien qui se crée. D'accord. Votre expérience, c'est une relation qui compte aussi parce qu'elle est très individualisée. C'est ça que je comprends en vous entendant là. Oh oui, elle est très individualisée. Et puis, c'est pour la personne, comme pour nous, c'est un point de repère dans la semaine. Ouais. Par exemple, moi, j'assure un accompagnement téléphonique. Mais je sais que tous les jeudis, à 18h, j'appelle Daniel. Elle s'appelle Daniel, la personne qu'on accompagne. Voilà. Mais Et là, il y a aussi dans les accompagnements de Daniel et puis Moi, je visite Claudette tous les mardis après-midi. Et avec Mirabelle, nous allons voir Josette. Et là, Josette, c'est quand Mirabelle peut pas, c'est moi, et parce inversement. qu'il y a en fait une relation individuelle, mais parfois c'est deux Oui. bénévoles qui ont ces relations individuelles avec une personne, ce qui fait ça permet en fait Une continuité. une quoi, ça. continuité. Oui. Je relisais dans le livre de Jean-François ce constat que malgré l'arsenal puissant de nos droits, la solitude subie s'intensifie, notamment pour les plus fragiles et les plus pauvres. Oui. Est-ce que c'est ce constat qui vous a poussé à vous engager? Parce qu'il faut quand même avoir le courage, la motivation de se dire je vais prendre du temps. Vous êtes grands-parents, vous avez plein d'autres choses à faire, j'imagine, que d'aller faire des visites à des personnes isolées. Qu'est-ce qui vous a mobilisé? Moi, j'aimais mes grands-parents et quelque part, j'ai d'abord retrouvé ma grand-mère. Et puis après, vous vieillissez et vous trouvez une amie dans la personne âgée. Parce que ces personnes âgées, elles sont âgées par l'apparence, mais pas par du tout, par les sentiments. Elles sont très jeunes dans leur tête, très exigeantes, aussi désagréables que quand elles avaient 20 ans. Et je pense qu'on est pareil, et ça, c'est chouette, moi, je trouve. Moi, j'ai une formation à la base de psychologue. Et puis, j'étais enseignant dans le champ social, c'est-à-dire j'avais des étudiants et des élèves qui se destinaient aux professions sociales et sanitaires. Donc, j'étais forcément sensibilisé. Et ce qui m'a motivé quand je suis entré dans cette association-là, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Au bout d'un moment, j'enseignais, mais je me disais, mais ça serait quand même bien que tu sois sur le terrain. J'avais envie, enfin, il y avait presque cette envie, était devenue presque une frustration de ne pas être sur le terrain. Vous faisiez des liens, mais ça comptait pas. En Voilà, fait. ça restait un c'était peu pas de l'ordre incarné. de théorie, l'intellect, quoi. de la théorie. Et j'avoue que
quand j'ai commencé à m'engager dans cette association-là, ça m'a vraiment nourri à tous les points de vue. Et vous, Colette, qu'est-ce qui vous a mobilisé là? Moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai cherché où je pourrais être utile. Et L'angoisse d'être inutile. voilà, l'angoisse d'être Et il y avait quand même des années que je croisais des personnes âgées qui avaient l'air d'être toutes seules. Je me suis dit, là, ça devrait être... Là, je devrais pouvoir être utile. Et je me suis rendu compte que c'était vrai, et surtout que c'était merveilleusement gratifiant. Mais ce que je trouve beau en vous entendant, et comme en lisant votre livre, Jean-François, c'est de voir qu'il y a de la joie. En fait, on a l'impression, surtout quand on est protestant, ce qui est mon cas, qu'on fait les choses par devoir. Mais j'aime bien aussi réaliser qu'en fait, on y trouve un intérêt et qu'il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, c'est notre carburant aussi de se dire, en fait, j'ai de la joie. J'ai de la joie à me sentir utile, j'ai de la joie à tisser un lien, j'ai de la joie à voir cette jeunesse affleurer dans des situations peut-être cocasses. C'est pas que un devoir. En fait, c'est aussi une relation qui compte pour vous, en fait. Oui, absolument. Ouais. Et entre vous aussi, vous créez des relations qui comptent entre vous. Ça commence comme un devoir, Ouais. parce qu'on se dit, bon, il faut y aller, quoi. Il faut y Faut aller. faire quelque chose, oui. On ne va pas rester... Il faut plonger dans Voilà. l'eau, quand même. Il faut y aller. Mais une fois qu'on y est, c'est vrai que les relations avec la personne qu'on visite deviennent amicales, et voilà. Et puis les relations avec l'équipe, Oui. On se fait du bien se quand même. réunit tous les On trimestres. partage, partage un gâteau, un café, et on se fait du bien aussi. On est content de se parler de nos expériences. Non, c'est évident. Et au final, ça vous protège vous aussi de l'isolement. Mais tout à fait. Oui. Oui, parce que nous aussi, on prend de l'âge. Hein. on est vais pas le dire. On est les visités de demain, moi je dis. Voilà, ça ça ne sort pas être revisité bientôt. Alors, j'avais à cœur aussi de mettre en dialogue le livre de Jean-François, Les relations qui comptent, avec un extrait, un petit récit, une petite presque anecdote, mais qui compte des évangiles, qui est ce moment où Jésus est dans le temple et observe les dons qui sont faits au temple. Et il voit des riches qui donnent peut-être beaucoup. Mais ensuite, il voit une femme dont on sait qu'elle est veuve, d'où le sujet de l'isolement, et pauvre, et qui donne 2 petites pièces qui ont l'air insignifiantes, et il fait remarquer à tous ceux qui sont là qu'en fait, elle donne de ce qui lui est nécessaire. En fait, ça a l'air peu, mais son peu, c'est son tout, en fait. Et je voulais un peu voir comment cette histoire résonne par rapport aux rencontres que vous faites et à votre engagement. C'est un peu comme donner son temps. Enfin, je trouve que on est à une époque où on fait beaucoup de choses. On a des journées très très pleines. Et prendre une après-midi pour une personne, c'est vrai que c'est un engagement dans la durée. Et c'est un engagement qui a à la fois de la valeur et pas de valeur, finalement. Enfin, on ne sait pas comment c'est regardé. Ouais, bon, c'est vrai qu'on voit l'invisibilité du don de cette pauvre veuve résonne avec cette invisibilité en fait de ce que vous donnez qui trouve pas en fait une valeur pas forcément marchande, mais même politique, même exprimée, même portée, j'allais dire, dans ce qui crée de la valeur dans une société, quoi. On en est tous responsables. La contribution de chacun gratuite dans les relations qui comptent entre nous. Voilà. Colette, le mot de la fin? Le mot de la fin, écoutez, moi, quand j'entends le récit de l'Évangile avec la veuve qui donne ses 2 seules pièces, je me sens un peu très en dessous d'elle, parce que moi, j'ai pas donné mes 2 seules pièces. Je donne juste une après-midi par semaine. Mais ouais, j'entends que ces 2 petites pièces, c'est pas votre tout à vous. Voilà, Vous donnez moi, pas j'ai tout. plein de choses. Ouais, mais par Plein de contre, choses. ce que j'entends aussi, c'est que ça peut beaucoup pour celui Voilà. qui les reçoit. Oui, c'est vrai. Donc merci pour ça. Josette, vous êtes échappée de votre établissement où vous vivez. C'est ma première sortie. On est heureux que ce soit pour venir nous rencontrer ici, dans les locaux de l'association protestante d'assistance. Et ce matin, avec Sylvie, Jean-François et d'autres, on discutait ensemble de ce que sont les relations qui comptent.
Et j'avais envie de vous demander, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quand tout à coup Sylvie est arrivée? Ah ben, d'avoir quelqu'un qui vous accompagne déjà, c'est sécurisant. Mm. Nous allions à la fontaine, on parlait de tout et de rien. Mais on passait des moments agréables. C'est vrai. On s'asseyait sur un banc, On allait prendre un café aussi. on allait à la guinguette qu'il y avait là-bas, oui. On aime prendre un café, Et au quand bistrot. même, c'est plus intéressant que de se promener tout seul. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous sentez seule ou vous vous sentez suffisamment entourée? Ah ben mais là, je me sens très seule. Hein. Parce que moi, par contre, je n'ai pas la même satisfaction dans ma famille. Hein. Mes enfants, je ne les vois pas. J'ai une fille que je ne vois pas. Et j'ai un fils qui, il y a 16 ans, sur une dispute, il est parti et je ne l'ai plus revu. Voilà. Et la maison de retraite, c'est dur. De toute façon, dans n'importe quelle maison où je serai, ce sera pareil. Tu es quand même sociable, tu parles avec les personnes. Une maison de retraite, il faut que tu en trouves un ou deux avec lesquels tu as envie de parler. Ils ne sont pas tous quand même... Mais je suis là depuis le mois de juillet. Oui. Je ne me suis pas créé des amitiés. C'est ça qu'il faudrait arriver à faire, oui. Trouver Voilà. une personne ou deux avec lesquelles tu t'entendrais Voilà, mieux. je trouve personne. Et Mirabel, Mirabel, tu t'entends bien avec Mirabel aussi. Voilà, Mirabel aussi, on s'entend bien. Oui, alors elle me dit, mais on descendra parce que je reste toujours dans ma chambre à regarder la télé, je ne vais pas avec les autres. Alors elle m'a dit, je descendrai pour que tu participes au jeu, elle vous aide à aller à participer. prendre contact à avec prendre- les autres, oui. Ouais, c'est bien. Eh ben, merci beaucoup, Josette, d'avoir partagé ces moments de vie avec nous, avec Sylvie aussi, et nous avoir rendu témoins de votre Amitié. amitié. Ouais. Voilà. C'est vrai, parce que ça fait plus d'1 an qu'on se connaît, ça fait bien 2 ans Oui, maintenant. oui. Hein, oui. Vous allez profiter du soleil un peu encore? Oui, De peut-être. la hein. promenade, de la sortie? Oui, là, on va mettre sur pied un parcours. On a découvert que les bus pouvaient nous transporter, donc on va s'organiser. Le restaurant où on allait manger, pas mal. Oui, Josette, j'ai compris que tu avais envie de faire un resto, un café et un resto. Bah là, déjà, il y a les madeleines. Aller au restaurant. Vous Regarde, ne savez pas on va faire pourquoi un je petit vais aller au goûter. restaurant? Non, pourquoi? Parce que Pour manger des frites, beefsteak, salade, ce que je mange pas. c'est vrai que Alors, si vous écrivez un tome 2 des relations qui comptent, est-ce que vous nous parlerez de cette veuve pauvre que Jésus met en valeur dans l'évangile de Luc? Je ne sais pas si j'écrirai un second tome, oui, enfin, en tout cas, dans tout ce qu'on entend, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la valeur à redonner, quoi. Et c'est vrai que cette veuve et puis ces engagements qu'on a vus de bénévoles et puis ces personnes âgées isolées sont tellement, me semble-t-il, à la fois dans l'invisibilité de cette veuve aussi, et en même temps, ils sont porteurs de ce qui compte vraiment du côté de la souffrance comme du côté du bonheur, en réalité. Donc, peut-être je m'en inspirerai, oui. Eh ben, merci en tout cas Ouais, pour moi ces aussi. moments qui ont compté. Et puis, on fait encore un bout de route ensemble Eh ben, très bien. Ouais, vers l'école. C'est chouette d'entendre les enfants. On leur souhaite aussi à eux plein de belles relations. absolument. C'est là que ça commence, en fait. ouais. Même avant.